Le problème quand on est le bouc émissaire de la famille, c'est que les gens arrêtent de vous voir comme une personne. Vous devenez un rôle, un punching ball, celle que tout le monde peut se permettre de mépriser. J'ai appris cette leçon très tôt, et à 31 ans, j'avais perfectionné l'art de me taire pendant qu'il me déchirait. Ma sœur, Anne-Sophie, avait toujours été l'enfant prodige. 3 ans de plus, d'une beauté naturelle, mariée à un orthodontiste à succès nommé David. Ils vivaient dans une magnifique maison en banlieue parisienne, conduisaient des SUV de luxe assortis, et leur Instagram ressemblait à un magazine de mode de vie. Pendant ce temps, j'étais Emma, la sœur cadette qui n'avait jamais vraiment réussi, selon le consensus familial. Je travaillais comme analyste financière, ce qui semble impressionnant jusqu'à ce que ma famille l'explique. Elle jongle avec les chiffres pour l'argent des autres, disait ma mère avec un geste dédaigneux. Rien de créatif, un travail très ennuyeux. Le fait que je gagne 240 000 € par an n'entrait jamais en ligne de compte dans leur évaluation de ma valeur. Je m'habillais simplement, conduisais une voiture modeste, vivais dans un petit appartement à Montreuil. Je n'annonçais pas mon succès car j'avais appris très tôt que cela ne faisait que les mettre mal à l'aise. Anne-Sophie, elle, annonçait tout. De nouveaux sacs de créateurs apparaissaient dans ses publications chaque semaine. Des photos de vacances de Marrakech, des Maldives, de la Grèce. Le Noël après son mariage, elle avait surpris tout le monde avec des bracelets Cartier, valant 80 000 € chacun. Elle avait pris soin de mentionner que ma mère portait le sien constamment, le montrant à ses amis de club de lecture. Ce que personne ne savait, c'est que c'était moi qui payais les mensualités minimales d'Anne-Sophie depuis 4 ans. Cela avait commencé assez innocemment. Elle m'avait appelé en pleurant un soir, sa voix paniquée. « Emma, j'ai fait une erreur. David ne le sait pas, mais j'ai épuisé ma carte de crédit pour les rénovations de la maison. Le paiement est dû et il me manque de l'argent. Peux-tu le couvrir juste cette fois? Je te rembourserai. » Le paiement était de 890 €. Je l'ai envoyé sans hésitation parce que c'est ce que font les sœurs. La deuxième fois, c'était 3 mois plus tard. Les rénovations avaient dépassé le budget. Juste 1 200 € cette fois, je te promets, c'est la dernière fois. Puis ce fut le paiement de la voiture. Puis une autre carte de crédit dont j'ignorais l'existence. Puis un prêt personnel qu'elle avait contracté pour une opportunité commerciale qui avait échoué. À la fin de la première année, j'avais payé 23 000 € de ses dettes. Je vais tout te rembourser, jurait-elle à chaque fois. David va avoir une augmentation. Je vais réduire mes dépenses. Tu sauves littéralement mon mariage. S'il découvre que j'ai dépensé autant, il me quittera. Alors, j'ai continué à payer. Chaque mois, comme une horloge, je virais de l'argent pour couvrir ses mensualités minimales sur 4 cartes de crédit et 2 prêts. Les montants augmentaient. 1 200 € par mois, puis 3 200 €, puis 3 600 €. Elle continuait à dépenser, à accumuler, à revenir avec des larmes et des promesses. À la 4e année, sa dette totale avait grimpé à 87 000 €. J'avais personnellement payé 41 300 € en mensualité minimale seulement, un argent qui touchait à peine le capital parce que ses taux d'intérêt étaient astronomiques. Elle ne m'avait jamais remboursé un seul centime. L'analyste financière en moi savait que c'était intenable. La sœur en moi continuait d'espérer qu'elle changerait. Puis vint le repas de Noël. La salle à manger de ma mère était décorée comme un rêve de magazine. Des feuilles d'automne dispersées artistiquement sur la table, des serviettes monogrammées, un centre de table qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. 23 membres de la famille entassés dans la maison. Parents, tantes, oncles, cousins, Anne-Sophie et David, leurs 2 enfants. J'arrivais dans mon style habituel, pull simple, jean, une bûche de la boulangerie du supermarché. Anne-Sophie fit son entrée avec 30 minutes de retard, vêtue d'un nouveau manteau Burberry, portant un plateau de charcuterie et fromage d'un magasin d'artisans coûteux du centre-ville. Désolée d'être en retard, chanta-t-elle. J'étais au spa toute la matinée. Dimanche bien-être, vous savez. Maman la serra dans ses bras comme si elle revenait de guerre. Tu travailles si dur, ma chérie. Tu le mérites.
Je posais ma bûche de supermarché sur le comptoir à côté de l'étalage de charcuterie à 200 € d'Anne-Sophie et me sentis exactement aussi invisible que j'étais censée me sentir. La conversation du dîner suivit son schéma prévisible. David parla de l'expansion de son cabinet d'orthodontie. Anne-Sophie montra à tout le monde des photos de leur prochain voyage aux îles Turques et Caïques. Juste une petite escapade avant que les fêtes ne deviennent folles. Mon cousin Brice discuta de sa promotion. Ma tante Sylvie se vanta de la nouvelle maison de ma cousine Julie. Quand la conversation se tourna vers moi, la voix de ma mère prit ce ton prudent et apitoyé. Et Emma fait toujours son truc avec les chiffres. Un travail très stable. Un salaire régulier, ajouta mon père comme s'il complimentait un grille-pain fiable. C'est merveilleux, dit tante Sylvie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tout le monde ne peut pas être un entrepreneur comme Anne-Sophie. Anne-Sophie rayonna. Elle avait vendu des porte-canettes personnalisées sur Etsy pendant 3 mois, 2 ans auparavant, avant d'abandonner. Apparemment, cela faisait d'elle une entrepreneuse. Le vrai problème commença quand ma cousine cadette, Léa, mentionna qu'elle avait du mal avec ses prêts étudiants. C'est tellement écrasant, dit Léa, sa voix se brisant légèrement. Je paie à peine les mensualités minimales. J'ouvris la bouche, prête à offrir des conseils. J'avais aidé 3 amis à consolider et restructurer leurs prêts, leur épargnant des milliers d'euros en intérêts, mais ma mère me coupa. Emma, tout le monde ne veut pas entendre parler de chiffres et de calculs. Mon visage brûla, mais je me tus. Tu devrais parler à Anne-Sophie, continua ma mère. Elle est si douée avec l'argent. Regarde cette belle maison. Anne-Sophie se lança dans ce qu'elle appelait des conseils financiers, qui consistaient principalement à mieux gérer son budget, et peut-être trouver un petit boulot à côté. Rien de pratique, rien d'utile. Léa hocha la tête poliment, mais je pouvais voir le désespoir toujours dans ses yeux. Après le dîner, je trouvai Léa seule dans la cuisine. Et, j'ai des ressources sur la consolidation de prêts. Si tu veux, je peux t'envoyer. Oh mon Dieu, Emma. Anne-Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, verre de vin à la main, les yeux perçants. Tu ne peux pas t'en empêcher? J'offrais juste mon aide. Elle n'a pas besoin de ton aide. La voix d'Anne-Sophie avait ce tranchant que j'avais appris à reconnaître. Elle a besoin de vrais conseils, pas de ce que tu vends. Je ne vends rien, je connais juste les chiffres. Anne-Sophie rit, et ce n'était pas un rire gentil. C'est littéralement ta seule compétence. Tu ne peux pas simplement t'insérer dans toutes les conversations. Mon père apparut derrière elle. Que se passe-t-il? Emma essaie de donner des conseils financiers à Léa, dit Anne-Sophie, le faisant paraître absurde, alors qu'elle gère à peine ses propres finances. Mon estomac se serra. De quoi parles-tu? Les yeux d'Anne-Sophie brillèrent dangereusement. Allez. On sait tous que tu es toujours à court d'argent. C'est pour ça que tu vis dans ce minuscule appartement. C'est pour ça que tu ne voyages jamais. C'est pour ça que tu t'habilles comme si tu faisais tes courses chez Emmaüs. La cuisine était devenue silencieuse. Léa semblait mortifiée. Mon père fronça les sourcils. Anne-Sophie, dis-je doucement, ce n'est pas, tu demandes toujours de l'argent, continua Anne-Sophie, sa voix montant. C'est embarrassant, honnêtement. À chaque événement familial, tu as la main tendue. Mon sang se glaça. Je ne t'ai jamais demandé d'argent. S'il te plaît, elle leva les yeux au ciel. Le mois dernier encore, tu m'appelais à propos de factures. Je l'avais appelé le mois dernier pour lui dire que je ne pouvais pas continuer à couvrir ses paiements indéfiniment, pour lui demander un remboursement même partiel. Mais elle avait réécrit le récit si habilement que j'avais presque douté de ma mémoire. Emma, la voix de ma mère était déçue. Si tu as des difficultés financières, tu aurais dû nous le dire. Je n'ai pas de difficultés. Il n'y a pas de honte à ça, ajouta mon père. Mais Anne-Sophie a raison. Demander constamment de l'argent à ta sœur est inapproprié. Je n'ai jamais. Je m'arrêtais. Cela ne servait à rien. Je pouvais le voir sur leur visage. Ils croyaient Anne-Sophie. Ils croiraient toujours Anne-Sophie. C'est exactement ce que je veux dire, dit Anne-Sophie, me désignant de son verre de vin. Toujours sur la défensive.
Écoute, on comprend. Tu n'es pas doué avec l'argent, mais tu dois arrêter d'en faire le problème de tout le monde. La pièce me regardait fixement. Léa semblait vouloir disparaître. Mes tantes étaient apparues dans l'embrasure de la porte, attirées par le drame. Anne-Sophie était lancée. Je veux dire, je me sens mal pour toi, vraiment. Mais à un moment donné, tu dois prendre la responsabilité de tes choix. Trouve un meilleur travail. Gère mieux ton budget. Arrête de mendier de l'argent auprès des membres de la famille qui ont réellement leur vie en ordre. Quelque chose dans sa voix, cette cruauté désinvolte, cette certitude absolue qu'elle était supérieure, fit quelque chose se briser en moi. Je payais 3600 € par mois. Chaque mois pendant 4 ans, j'avais payé son assurance voiture quand elle oubliait. J'avais couvert les frais d'inscription de ses enfants à l'école privée quand elle était, entre deux opportunités. J'avais envoyé de l'argent pour l'épicerie quand elle prétendait que David était déraisonnable avec le budget. 41 300 €. Et elle se tenait dans la cuisine de ma mère, vêtue de son manteau Burberry, buvant du vin qui coûtait probablement 80 € la bouteille, disant à tout le monde que j'étais une œuvre de charité. Je sortis mon téléphone. « Emma, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de ma mère était perçante. « Je prends la responsabilité de mes choix », dis-je calmement. J'ouvris mon application bancaire et naviguai vers les paiements programmés. Il y en avait 6, tous programmés pour le premier de chaque mois. 2 cartes de crédit, un prêt personnel, un paiement de voiture, un paiement d'assurance, un paiement de dépenses ménagères. Tous destinés à Anne-Sophie. Mon doigt plana sur le premier. « Arrête de mendier de l'argent », railla Anne-Sophie, encouragée par l'auditoire. « C'est embarrassant. » Tout le monde hocha la tête en signe d'accord. Ma mère, mon père, ma tante Sylvie. Même David semblait mal à l'aise pour moi. Je souris. Tu as raison. Puis j'annulai le premier paiement. Deuxième. Troisième. En 90 secondes, j'avais annulé les 6 virements récurrents. Puis j'envoyai un SMS directement à ma banque via l'application. Veuillez arrêter tous les paiements sur les comptes suivants. Je listais les numéros de carte de crédit d'Anne-Sophie, que j'avais mémorisés après 4 ans à les payer. Je levai les yeux. Anne-Sophie parlait encore de la façon dont la famille s'entraide, mais qu'il y a des limites. Son visage était rouge de vin et de juste indignation. Son téléphone vibra. Elle l'ignora. Il vibra à nouveau. De toute façon, continua-t-elle, je pense juste. Bip, bip, bip. 3 autres notifications en succession rapide. Anne-Sophie sortit son téléphone, agacée. Son visage devint pâle. « Quoi ?» demanda David. « Rien, ce n'est rien. » Mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fixait l'écran. Je pouvais imaginer ce qu'elle voyait, paiement par carte de crédit échoué. Prélèvement automatique refusé. Fonds insuffisants pour le paiement programmé. Ma banque avait agi vite. Son téléphone sonna. Elle refusa l'appel. Il sonna à nouveau immédiatement. Probablement BNP Paribas. Ou Société Générale. Tu ne réponds pas, demanda ma mère. Ce n'est que du spam, dit Anne-Sophie, mais sa voix était devenue ténue. Je ramassai mon manteau. Je devrais y aller. Emma, attends. La voix de mon père. Nous ne voulions pas, non, c'est bon. Anne-Sophie a raison. Je dois arrêter de faire de mes problèmes la responsabilité des autres. Je me dirigeai vers la porte. Derrière moi, le téléphone d'Anne-Sophie n'arrêtait pas de sonner. Je rentrai chez moi en silence, les mains fermes sur le volant. Pendant des années, 41 000 €, et elle m'avait traitée de mendiante devant toute la famille. Mon téléphone commença à sonner avant même que j'arrive à mon appartement. Je refusai. Elle rappela. Refusé. Message texte, Emma, rappelle-moi s'il te plaît. Un autre texte, qu'est-ce que tu as fait? Un autre, pourquoi mes paiements sont-ils refusés? Je mis mon téléphone en silencieux. Au moment où je rentrais chez moi, j'avais 14 appels manqués d'Anne-Sophie et 23 messages textes allant de la confusion à la panique en passant par la colère. Le dernier disait, appelle-moi tout de suite.
Ce n'est pas drôle. Je me préparai un thé et ouvris mon ordinateur portable. Il était temps d'être minutieuse. Je sortis mes relevés bancaires des 4 dernières années et créai une feuille de calcul détaillée, chaque paiement, chaque date, chaque montant. J'avais des messages textes remontant au début. Toutes ces promesses de me rembourser, toutes ces urgences, tous ces appels désespérés de minuit. J'ai compilé le tout dans un seul PDF, 47 pages de documentation. Puis je l'ai envoyé à mon email personnel, horodaté et sauvegardé sur 3 services cloud différents, juste au cas où. Mon téléphone s'éclaira avec un autre appel. Je le regardai sonner jusqu'à ce qu'il passe à la messagerie vocale. 30 secondes plus tard, une autre notification de messagerie vocale. J'attendis le matin pour les écouter. Le premier message vocal était en colère. « Emma, qu'est-ce que tu as foutu ? Mes paiements ne passent pas, répare ça tout de suite. » Le deuxième était frénétique. « Emma, s'il te plaît, je ne comprends pas ce qui se passe. Mes cartes sont refusées. La banque a appelé. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Le troisième était en larmes. « Emma, je suis sérieuse. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce n'est pas drôle. David pose des questions. S'il te plaît, appelle-moi. » Le quatrième était ma mère. « Emma, Anne-Sophie est très contrariée. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu dois réparer ce que tu as fait. Appelle ta sœur. » Je les ai tous supprimés et me suis préparé un petit déjeuner. Mon téléphone sonna à 8h47. Numéro inconnu. Je répondis. « Mademoiselle Emma Dubois ? » demanda une voix féminine professionnelle. « C'est Madame Lefebvre du service client de la Banque Postale. J'appelle concernant un arrangement de paiement que vous aviez mis en place sur un compte se terminant par 7734. La carte de crédit principale d'Anne-Sophie. Je dois vérifier votre autorisation pour annuler ce paiement récurrent. J'ai mis en place le paiement depuis mon compte personnel, dis-je calmement. Je l'annule avec effet immédiat. Je vois. Et vous comprenez que cela peut entraîner des frais de retard et des intérêts sur le compte du titulaire de la carte ? Oui. Puis-je vous demander pourquoi vous effectuez des paiements sur la carte de crédit de quelqu'un d'autre ? Un arrangement familial qui prend fin. Courte pause. Je comprends. L'annulation est confirmée. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui ? Non, merci. Je raccrochai. 5 minutes plus tard, Anne-Sophie rappela. Je ne répondis pas. Message texte, la banque m'a appelé. Ils ont dit que tu avais tout annulé. Pourquoi me fais-tu ça ? Je répondis par un seul message, tu as dit que je devais arrêter de te demander de l'argent. Je respecte tes souhaits. Mon téléphone sonna immédiatement. Je refusai. Un autre texte, ce n'est pas ce que je voulais dire et tu le sais. Moi, tu as été très clair devant tout le monde. Je ne suis qu'une mendiante qui embarrasse la famille. Je me retire de ton problème financier. Anne-Sophie, s'il te plaît. J'ai 87 000 € de dette. Je ne peux pas faire ces paiements. Je fixai ce message pendant un long moment. Elle venait de l'admettre par écrit. La dette que j'avais couverte. Moi, alors peut-être n'aurais-tu pas dû dépenser ces 87 000 €. Ce n'est plus ma responsabilité. Bonne chance avec ton budget. Je mis la conversation en sourdine. Le lundi matin, la situation avait merveilleusement escaladé. Ma mère appela à 7h15. Emma, qu'as-tu fait ? Bonjour, maman. Anne-Sophie fait une dépression. Ses cartes de crédit sont à découvert et elle reçoit des appels d'agences de recouvrement. Tu as fait quelque chose ? J'ai arrêté de payer ses factures. Silence. Tu as quoi ? J'ai payé les factures de carte de crédit, le paiement de la voiture, l'assurance et les prêts personnels d'Anne-Sophie pendant les 4 dernières années. Pour le repas de Noël, elle a dit à toute la famille que j'étais une mendiante qui lui demandait toujours de l'argent. Alors, j'ai arrêté de payer. Emma, ce n'est pas elle ne voulait pas, elle m'a traitée d'embarrassante, maman, devant tout le monde. Elle a dit à tout le monde que je ne savais pas gérer l'argent alors que je payais 3 600 € de ses factures chaque mois.
3 600 €. La voix de ma mère se brisa. Chaque mois pendant 4 ans. J'ai la documentation de chaque paiement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Elle m'a demandé de ne pas le faire. Elle a dit que ça ruinerait son mariage si David découvrait combien de dettes elle avait. Ma mère resta silencieuse pendant un long moment. Emma, indépendamment de ce qu'Anne-Sophie a dit, tu ne peux pas simplement la couper comme ça. Elle a besoin de... Non, ma voix était ferme. Elle doit prendre la responsabilité de ses choix. Ses propres mots. J'en ai fini de soutenir son addiction au shopping pendant qu'elle dit à tout le monde que c'est moi qui ai des problèmes d'argent. C'est ta sœur. Et je lui ai donné 41 300 € en 4 ans sans un seul euro de remboursement, pendant qu'elle achetait des manteaux Burberry, allait aux îles turques et caïques et me traitait d'œuvre de charité. Ma mère n'eut aucune réponse à cela. Si elle a besoin d'aide, continuai-je, elle devrait demander à son mari ou trouver un travail ou vendre certains de ses sacs de créateurs, mais elle n'aura pas un autre euro de ma part. Je raccrochai. Mardi après-midi, mon père appela. Emma, il faut qu'on parle de cette situation avec Anne-Sophie. Il n'y a pas de situation, papa. Je ne paie simplement plus les factures qui ne sont pas les miennes. Elle est vraiment en difficulté. Les sociétés de cartes de crédit menacent de l'envoyer au recouvrement. Elle va ruiner son crédit. Elle a ruiné son crédit en dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas. Ce n'est pas mon problème. Tu ne te soucies pas de ta sœur? La question frappa plus fort qu'elle n'aurait dû. Est-ce que je m'en souciais? Bien sûr que oui. C'est pourquoi j'avais payé pendant 4 ans. C'est pourquoi j'avais sacrifié des vacances, des investissements et mes propres objectifs financiers pour la maintenir à flot. Mais se soucier de quelqu'un ne signifie pas couler avec lui. Je me suis suffisamment soucié pour la soutenir pendant 4 ans, dis-je doucement. Je me suis suffisamment soucié pour payer plus de 40 000 € de ses dettes. Je me suis suffisamment soucié pour protéger son mariage en gardant ses secrets. Mais je ne me soucie pas assez pour la laisser m'humilier publiquement pendant que je me ruine pour son style de vie de designer. C'est très égoïste, Emma. Alors je suis égoïste. Elle doit régler ça elle-même. Et si elle perd sa maison? Elle vit dans une maison que David paie. Elle ira bien. Et si David la quitte quand il découvrira? Alors peut-être n'aurait-elle pas dû lui mentir pendant 4 ans à propos de 87 000 € de dettes secrètes. Mon père, tu as changé, Emma. Tu étais gentille. J'étais utile, corrigeai-je. Il y a une différence. Mercredi apporta un nouveau développement. Ma cousine Léa appela. Emma, c'est Léa du repas de Noël. On peut parler? Bien sûr. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. Je n'avais aucune idée de ce qui se tramait. Et voir Anne-Sophie dire ces choses sur toi alors que tu essayais juste de m'aider, je me suis sentie très mal. Ce n'est pas ta faute, Léa. Je sais, mais écoute, il se passe quelque chose d'étrange. Ma mère a parlé à la tienne, et apparemment Anne-Sophie traverse une sorte de crise financière, et ça a quelque chose à voir avec toi. J'aurais dû me taire, mais Léa avait été vraiment gentille dans son message, et elle avait demandé directement. Anne-Sophie a d'importantes dettes de cartes de crédit depuis des années, dis-je prudemment. Je l'aidais en couvrant ses mensualités minimales. Elle m'a demandé de garder le secret. Pour le repas de Noël, elle a dit à tout le monde que je lui demandais constamment de l'argent, ce qui était un mensonge complet. Alors, j'ai arrêté de payer ses factures. Attends. La voix de Léa changea. Tu payais ses factures pendant qu'elle disait à tout le monde que tu ne savais pas gérer l'argent? Pendant 4 ans? Oh mon Dieu. C'est bon. J'ai juste décidé qu'il était temps d'arrêter. Combien payais-tu? C'est entre Anne-Sophie et moi. Emma, combien? J'hésitais. Environ 3 600 € par mois. 41 000 € au total sur 4 ans. Léa resta silencieuse si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Emma, c'est dingue, murmura-t-elle. Elle portait un nouveau manteau Burberry. Elle parlait des îles turques et caïques. Elle me donnait des conseils financiers. Je sais. Et tu payais ses cartes de crédit. Oui.
Pendant qu'elle te traitait de mendiante. Oui. Emma, tu dois le dire à tout le monde. Toute la famille doit savoir ce qu'elle a fait. Je ne dirai rien à personne. C'est entre Anne-Sophie et moi. Mais elle t'a humiliée. Et si je le dis à tout le monde, j'aurai l'air mesquine et vindicative. Elle le présentera comme si j'essayais de lui mettre la pression avec l'argent. Fais-moi confiance, Léa, la meilleure vengeance est de la laisser gérer les conséquences naturelles de ses choix. Mais Léa, bénie soit son âme généreuse, avait d'autres idées. Jeudi soir, mon téléphone commença à exploser. Ma tante Sylvie appela. Emma, ma chérie, Léa m'a raconté ce qui se passait. Super. Je ne veux pas en parler, tante Sylvie. Non, écoute. Je n'avais aucune idée. Aucune d'entre nous n'en avait. La façon dont Anne-Sophie t'a parlé au repas de Noël, si nous avions su que tu l'aidais financièrement tout ce temps. Cela n'a pas d'importance. C'est fait. Ça a beaucoup d'importance. Ta mère est effondrée. Nous le sommes tous. Pourquoi tout le monde agit comme si j'avais fait quelque chose de mal? J'ai arrêté de payer des factures qui n'étaient pas les miennes. C'est tout. Ma chérie, personne ne pense que tu as fait quelque chose de mal. Nous sommes horrifiés de la façon dont Anne-Sophie t'a traité. Ton oncle François est prêt à aller la voir et à lui dire ce qu'il pense. S'il te plaît, ne le fais pas. C'est entre sœurs. Après ce qu'elle t'a dit? Après comment elle t'a humilié alors que tu la maintenais littéralement à flot? Emma, c'est au-delà d'eux. Tante Sylvie, je gardais ma voix calme. J'apprécie votre soutien, mais j'ai besoin que tout le monde laisse tomber. Anne-Sophie doit régler ses finances. Je dois passer à autre chose. C'est tout. Mais les appels continuèrent. Mon cousin Brice, mec, je n'avais aucune idée. C'est dingue. Mon oncle François, cette fille doit apprendre le respect. Ma cousine Julie, oh mon Dieu, Emma. Je suis tellement désolée. Même David appela. Emma. Sa voix était tendue. On peut parler? Si c'est à propos de la dette d'Anne-Sophie, tu devrais lui parler. Je l'ai fait. Elle m'a enfin tout raconté. Les cartes de crédit, le prêt personnel, le fait que tu le couvres. Je suis désolée que tu aies dû la prendre de cette façon. Pourquoi t'excuses-tu? Tu as été. Mon Dieu, Emma. Tu as payé des milliers d'euros par mois pendant des années. C'est fini maintenant. Elle a dit à tout le monde que tu lui demandais de l'argent. Je sais. Pendant que tu payais littéralement ses factures. Je sais, David. Je suis tellement désolée. Sa voix se brisa. Je n'avais aucune idée qu'elle avait autant de dettes. Je gère nos comptes conjoints, mais elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait son propre argent grâce à son truc Etsy. Je ne savais pas qu'elle avait épuisé des cartes à son seul nom. Et je ne savais absolument pas qu'elle mentait à ton sujet. C'est bon. Ce n'est pas bon. Ce qu'elle t'a dit était cruel et c'était un mensonge. Et maintenant, toute notre situation financière est. Il s'arrêta. Ce n'est pas ton problème. Je suis désolée. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée et que je m'en occupe et que tu ne nous dois rien. Merci, David. Et Emma, ce que tu as fait en l'aidant pendant si longtemps, même après la façon dont la famille te traite, c'était vraiment gentil. Elle ne méritait pas cette gentillesse, mais c'était quand même gentil. Je dus me racler la gorge avant de pouvoir parler. Prends soin de toi, David. Vendredi matin, Anne-Sophie se présenta enfin à mon appartement. J'ouvris la porte et la trouvai là, sans maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, vêtue d'un jogging. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Je peux entrer? J'aurais dû dire non. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Je m'écartai. Elle entra lentement, observant mon petit appartement, l'endroit sur lequel elle avait toujours fait des allusions subtiles. Douillet, disait-elle, voulant dire exigu. Minimaliste, voulant dire bon marché. Elle s'arrêta. Reprit. J'ai tout gâché. Oui. Je suis tellement désolée. Ce que j'ai dit au repas de Noël était complètement déplacé.
J'étais ivre et stupide et j'ai juste. Je voulais paraître brillante devant tout le monde et je t'ai jetée sous le bus. Tu m'as traitée de mendiante, Anne-Sophie, pendant que je payais 3600 € par mois de tes dettes. Je sais. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je sais, et je n'ai aucune excuse. J'ai été horrible, mais Emma, je suis en train de couler ici. Les sociétés de cartes de crédit appellent constamment. David est furieux. Il parle de me faire trouver un travail et vendre ma voiture et annuler le voyage aux îles Turques et Caïques. Bien. Elle leva les yeux, choquée. Bien, répétai-je. Tu as 87 000 € de dette, Anne-Sophie. Tu devrais trouver un travail. Tu devrais vendre le SUV de luxe. Tu devrais absolument annuler les vacances aux Caraïbes. Mais David saura à quel point c'est grave. David le sait déjà. Il m'a appelé hier. Son visage se froissa. Ça va ruiner mon mariage. Non, tes mensonges ont ruiné ton mariage. Tes dépenses ont ruiné ton mariage. Pas le fait que j'arrête de te soutenir. S'il te plaît, juste quelques mois de plus. Juste le temps que je trouve quelque chose. Je trouverai un travail. Je promets. J'ai juste besoin de temps, s'il te plaît, Emma. Non. Je t'ai donné 4 ans, Anne-Sophie. 4 ans de juste un mois de plus. 4 ans de promesses que tu n'as jamais tenues. 4 ans d'excuses et d'urgence et de je te rembourserai. Et tu sais ce que j'ai eu en retour? L'humiliation publique et le fait d'être traité d'œuvre de charité par la personne que je maintenais littéralement à flot. J'avais tort. Tu as été cruel. Il y a une différence. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. J'en ai fini. Débrouille-toi. Je ne peux pas, alors peut-être aurais-tu dû y penser avant de dépenser 87 000 € que tu n'avais pas. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de mentir à ton mari. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de te tenir dans la cuisine de maman et de me traiter de mendiante devant tous ceux que je connais. J'ai dit que j'étais désolée. Désolée ne me rend pas 41 000 €. Désolée ne défait pas l'humiliation. Désolée ne change pas le fait que tu étais parfaitement heureuse de me laisser détruire mes propres finances pendant que tu jouais à l'entrepreneuse à succès sur Instagram. Anne-Sophie resta là, les larmes coulant, et pendant un instant, elle ressembla à la sœur avec qui j'avais grandi. Celle qui m'avait appris à faire du vélo. Celle qui avait menacé de frapper mes tyrans du collège. Mais cette sœur avait disparu, enterrée sous des années de droit et de cruauté. Je suis vraiment désolée, Emma. Je crois que tu es désolée d'avoir été prise. Je crois que tu es désolée de faire face aux conséquences. Mais je ne crois pas que tu sois désolée de ce que tu m'as fait. Elle partit sans un mot de plus. Les conséquences complètes prirent encore 3 semaines. David, à son crédit, géra la situation de manière décisive. Il imposa à Anne-Sophie un budget strict, prit le contrôle de tous les comptes, vendit son SUV et lui acheta une berline d'occasion, et annula les vacances. Il la fit travailler dans une boutique de vêtements locale, debout 40 heures par semaine. Anne-Sophie détestait chaque seconde de cela. Ma mère tenta de servir de médiatrice à plusieurs reprises, suggérant une thérapie familiale ou des dîners de réconciliation, mais je restais ferme. J'étais polie, cordiale même, mais j'en avais fini d'être la sœur de soutien émotionnel de la famille. La famille élargie était divisée. L'ancienne génération pensait que j'étais trop dure. La jeune génération pensait qu'Anne-Sophie s'en tirait trop facilement. Ma cousine Léa lança une discussion de groupe appelée « Nous soutenons Emma », avec tous les jeunes cousins. J'ai coupé les notifications, mais c'était gentil. Noël fut gênant. Anne-Sophie et moi étions civiles mais distantes. Elle avait perdu du poids à cause du stress et de son nouveau travail. Son Instagram était devenu silencieux. Plus de sacs de créateurs, plus de vacances de luxe, juste des photos occasionnelles de ses enfants. David me prit à part avant le dîner. Elle suit une thérapie et des conseils financiers. Nous sommes en train de nous en sortir. C'est bien. Elle est vraiment désolée, Emma. Je sais que ça ne change rien, mais elle l'est. Je crois qu'elle le regrette. Je ne sais juste pas si elle comprend pourquoi c'était mal. Il hocha lentement la tête. C'est juste.
6 mois après Noël, je reçus un SMS d'un numéro inconnu. C'était une capture d'écran d'une confirmation de paiement, 500 € sur mon compte, puis un message, premier paiement. Ça me prendra 16 ans à ce rythme, mais je vais te rembourser chaque euro. Je fixai l'écran un long moment. Une partie de moi voulait le renvoyer. Une partie de moi voulait lui dire que je n'en avais pas besoin. Mais la vérité était qu'elle avait besoin de le rembourser. Pas pour moi. Pour elle. Je lui répondis par SMS, reçu. Merci. Je n'ai pas dit que c'était bon. Je n'ai pas dit que nous étions réconciliés parce que nous ne l'étions pas et peut-être ne le serions-nous jamais, mais c'était un début. 1 an après Noël, Léa me demanda de l'aider à consolider ses prêts étudiants. Je passai un samedi après-midi à lui montrer comment comparer les taux, négocier avec les prêteurs et restructurer ses paiements. Nous lui avons fait économiser 14 000 € d'intérêt sur la durée des prêts. Elle pleura et tenta de me payer. Je refusai. Rappelle-toi juste ça quand quelqu'un d'autre aura besoin d'aide, lui dis-je. Et peut-être ne laisse pas les gens te marcher dessus en prétendant qu'ils te rendent service. Elle rit. Appris de la meilleure. Le truc avec le fait d'être le bouc émissaire de la famille, c'est que les gens arrêtent de vous voir comme une personne. Mais le truc avec le fait de sortir de ce rôle, c'est que vous commencez à vous voir clairement, non pas comme la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais comme la protagoniste de la vôtre. J'ai 32 ans maintenant. Je travaille toujours comme analyste financière. Je vis toujours simplement. Je conduis toujours une voiture modeste. Mais j'ai pris ces 3 600 € par mois que je payais pour les factures d'Anne-Sophie et je les ai mis en investissement. Mon portefeuille a augmenté de 34% depuis Noël. Je suis en bonne voie de prendre ma retraite à 45 ans si je le souhaite. J'ai aussi acheté un nouveau canapé. Il est petit, trivial, rien comparé au style de vie de designer d'Anne-Sophie. Mais il est à moi. Payé avec l'argent que j'ai gagné et gardé au lieu de le donner à quelqu'un qui me voyait comme un distributeur automatique avec un cœur battant. Anne-Sophie fait toujours ses paiements mensuels de 500 €. Nous sommes civils lors des événements familiaux. Elle a réduit sa dette à 71 000 €. David dit qu'elle va mieux. Je suis heureuse pour elle. Vraiment. Mais je suis plus heureuse pour moi parce que pour la première fois de ma vie, je ne suis pas le bouc émissaire de la famille. Je ne suis pas la sœur qui soutient, sacrifie et disparaît. Je suis juste Emma. Et Emma ne mendie pas d'argent. Elle ne l'a jamais fait.